savez, c'est déjà 10 millions de kilomètres carrés, c'est considérable. C'est un véritable océan de sable avec des flux comme les flux maritimes, des trafics nombreux. Le Sahel a toujours été une région qui était compliquée et qui était une région de désordre parce que c'est une région immense, en grande partie désertique, qui dépend de l'autorité de plusieurs pays. Et dans ces pays, si on accepte le Maroc et l'Algérie qui sont des puissances, la plupart des autres États sont des États faillis ou qui n'ont pas de moyens, donc ils ne peuvent pas contrôler leur territoire. Questa situazione, caratterizzata da un vuoto politico e d'autorità, ha permesso facilmente a gruppi terroristici armati di imperversare in questi territori, nell'immensità. È semplicemente fenomenale di dedicarsi nello stesso tempo a qualsiasi tipo di traffico. Ces mouvements ont une certaine autonomie, ils reposent sur des chefs qui sont assez indépendants, qui sont des personnages souvent un peu mystérieux, de la biographie est mystérieuse. Mais Mokhtar Belmokhtar va jouer un rôle important à partir d'Aqmi. Il est à l'origine d'Al-Morabitoun, un mouvement dissident. Il va s'illustrer, si on peut dire, en 2015 dans des attentats à Ouagadougou et dans la zone malienne. Donc ces mouvements existent, ce sont des mouvements qui ont une certaine autonomie, mais ils sont connectés à tous les autres mouvements. Se sont installés au Sahel depuis des dizaines d'années des bandes de trafiquants, des bandes qui pratiquent des redzous, ou des groupes extrémistes ou terroristes. Dans cet espace sahélo-saharien, il y a des acteurs non étatiques et des acteurs criminels. Il y a donc une présence de groupes rebelles et séparatistes. Il y a aussi donc une grande présence de groupes actifs dans tout ce qui est réseau d'immigration illégale et de trafic de drogue, voire même dans des trafics d'armes. The new elements, you can say that it's perhaps not altogether new as such, but it's new in its significance, is the extent to which terrorism in the area has made an increasing and widening impact. So you've had instances in many countries of the region, and you have now a Sahel, a desert, an unpoliceable desert, which is not exactly full, but in which a lot of groups are now able to move quite freely, and they have access to arms on a big scale, and they also have funding, because there's a lot of drug trafficking which produces money. So they're a real danger. Il fallimento dell'esperienza democratica in Algeria alla fine degli anni '80 ha incendiato il paese e lo ha condotto a una guerra civile fratricida ed all'emergere di un terrorismo interno. Le point de départ, c'est le début des années 90 avec cette guerre civile algérienne et le développement du radicalisme, de l'extrémisme islamiste en Algérie après le refus des élections et de la victoire potentielle du fils en 1992. À partir de là se développent les GIA qui donneront le GSPC en 1998 et quelques années plus tard, tout ça s'accouplera avec ce qu'on appelle la nébuleuse d'Al-Qaïda pour former Aqmi. À la fin de la tragique guerre civile algérienne, dans les années 90, il y a eu évidemment une sorte de mutation, une sorte de transhumance de ces groupes armés terroristes, comme on les appelle maintenant, qui du nord algérien ont migré, basculé vers une zone dans laquelle le pouvoir algérien n'a jamais réellement eu prise par rapport à l'immensité du territoire, ce qui était vrai d'ailleurs aussi de la période coloniale française, par rapport à l'immensité du territoire et de cette fluidité évidemment que l'on peut comparer à une fluidité maritime. Bref, on peut avoir la même vision de la porosité des frontières, de la perméabilité des frontières, et donc le fait que ces organisations terroristes, j'ai coutume d'élargir le trait en disant qu'elles sont à la fois terroristes mais narco-terroristes, car elles s'alimentent, elles bénéficient des trafics en tout genre. Ces gens ont installé leur katiba au Niger, au Mali, dans le Sahel. Donc aujourd'hui, le Sahel est une zone de grand risque où on voit très bien que malgré les opérations en cours, des pays comme la France, qui est très isolé, c'est le seul pays européen qui soit vraiment actif sur zone, n'arrive pas
à rétablir une sécurité et à rétablir l'ordre. Kadhafi avait beaucoup joué, lui, sur les mouvements Touareg. Il avait essayé de soulever un certain nombre de séparatismes. Il avait joué sur la fracture qui existait entre les populations du nord, nomades, souvent Touareg, et les populations du sud, sédentaires, plus africaines du sud. Il avait joué sur ces fractures et ça avait été un élément de déstabilisation. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait aussi contribué à fabriquer avec l'Algérie le mouvement Polisario dans les années 70. Les premières armes sont venues de Libye. La Libye nous a fait transiter des armes par leur ambassade à Nouakchott et de l'argent pour le Wali. Et les avions libyens font des va-et-vient avec Tindouf et Béchar, et la route de l'armement a commencé entre la Libye et Tindouf, que certains à l'époque appelaient la route Ho Chi Minh. Et tout d'un coup, ce régime s'effondre en 2011 avec cette guerre qui est lancée par des pays occidentaux, l'effondrement du régime de Kadhafi qui va libérer des énergies radicales très très fortes, et on va voir à ce moment-là des mouvements comme Ansar el-Din, le Moujao, AQMI se développer dans la région. Le renversement de Kadhafi a amené d'abord à créer un vide énorme le long de la Méditerranée, plus à 4000 km en Syrie ou en Irak, mais à 200 km ou 300 km de l'Europe. La déstabilisation d'un pays comme la Libye a propulsé au devant de la scène un éparpillement des djihadistes, voire des armes qui étaient stockées à Tripoli et au-delà, et qui servent aujourd'hui d'un potentiel destructeur exploité par la plupart des démembrements de Al-Qaïda qui sont installés dans la zone sahélo-sahélienne. Donc, naturellement, cette perspective a connu des évolutions, des mutations qui sont parties normalement de la zone sahélo-saharienne vers le sud de l'Afrique, notamment dans la logique de ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle de l'insécurité, avec au nord la zone sahélo-saharienne, au sud la zone lacustre, dont les grands lacs, et puis le lac Tchad, et puis à l'est la corne de l'Afrique. Donc nous avons naturellement cette triangulaire de l'insécurité qui se nourrit et dont les djihadistes circulent dans une logique de pérennisation, voire de durabilité dans la déstabilisation à coup d'insécurité perpétuée. Oltre ai traffici di armi, di droga e di altre merci illecite, i gruppi terroristici si dedicano alla cattura di ostaggi di stranieri, un business particolarmente succoso. Importanti riscatti sono stati richiesti sia agli stati, di cui gli ostaggi sono cittadini, sia alle società che impiegavano le persone sequestrate. Il y a eu au début une grande activité qu'on a appelée donc l'industrie du kidnapping, et cette industrie était nécessaire pour les groupes terroristes grâce aux rançons, donc ils pouvaient avoir les financements de leur activité criminelle. Beaucoup d'Occidentaux étaient kidnappés par des groupes rebelles ou par des groupes criminels ou par des groupes séparatistes et vendus à AQMI dans la région. La prova lampante di Sandra Maria Mariani, cittadina italiana innamorata del deserto, ci illumina sul suo calvario e sull'identità di alcuni rapitori che agiscono per conto dell'AQMI, Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Appunto nel 2011, come gli altri anni, ero partita dall'Italia per rimanere un mese circa in Algeria e fare il tour che di solito con l'itinerario è tutto stabilito durante la richiesta del visto. Per cui sono partita dall'Italia il 19 di gennaio e subito
per fare l'escursione in deserto. E dopo una settimana, 8 giorni, siamo ritornati a Gianette per prendere il mangiare, perché avevamo finito tutto, il mangiare, l'acqua, per cui il 31 io mi trovavo a Gianette. Abbiamo dormito all'albergo lì dell'agenzia, di proprietà dell'agenzia, e il giorno dopo, l'1, siamo ripartiti e direzione appunto Tadrart, se non che io non mi sentivo tanto bene. Ad un certo punto ho detto mi fa freddo, ho detto io ritorno così mi cambio e poi ho detto si prepara da mangiare. E anche la mia guida disse sì va bene, andiamo verso i bungalow per preparare, poi così io preparo da mangiare. E in quel momento vidi che passavano 2 macchine, di cui una girò subito. Al che la mia guida disse vai nel bungalow, non ti devono vedere. Io corsi per andare dentro il mio bungalow, però nella mia mente io pensavo che magari potevano essere dei contrabbandieri. Così mi portarono dentro la macchina. E siccome io appunto lo picchiavo mi misero le manette e mi legarono al cruscotto. E così ho detto ma che vogliano questi allora, che vogliano? Volevo dire che è stato a quel momento lì che io ho saputo di Al-Qaeda, capito? Perché a quel momento che la guida mi ha detto loro hanno detto che io posso andare via. E io gli ho detto, mi sembra giusto perché mi sembra di aver capito che loro vogliono me. E lui mi disse, noi siamo Al-Qaeda. A quel momento lì mi disse, noi siamo Al-Qaeda. E io dissi, Al-Qaeda? Ha detto, ma allora voi siete quelli che hanno preso anche i francesi? E lui mi disse, può darsi. E niente, che io mi girai, la guida andò via, e Abu Walid dietro a me. Dietro a me io mi girai verso di lui e gli dissi in inglese you are very bad, tu sei molto cattivo. E lui mi guardò un po' male perché era una cosa che non si aspettava forse che io gli dicessi tu sei molto cattivo. È così che ho saputo che erano Al-Qaeda. Lui è un Sahrawi e ha vissuto anche nei campi dei profughi e la sua famiglia era tuttora, a quel momento lì era ancora nei campi profughi, però lui era venuto via, aveva lasciato la famiglia che aveva 17 anni, mi disse. Sì, una volta mi disse anche che lui conosceva delle parole italiane come bistecca, come anche la Coca-Cola, perché mi disse che la sua sorellina più piccola era stata ospitata proprio a Firenze da un'associazione che accoglievano i bambini sahrawi. E questa sorellina poi le aveva raccontato, a sua volta aveva imparato delle parole proprio fiorentine, e che io rimasi un po' così meravigliata, ho detto, ma senti, ho detto, per l'appunto proprio a Firenze. Sì, è lui, è lui. Sì, quello Sheikh chiuso, sì, è lui. È lui, Adnan Abu Walid Sahrawi. E presa dai misteri del deserto, Sandra Maria Mariani è stata sottoposta durante la sua lunga cattività a rituali che non avrebbe mai immaginato, come l'apprendistato di surat del Corano o il compimento di preghiere islamiche. Ha del resto conservato manoscritti che aveva redatto con prodotti rudimentali come il carbone. Je m'appelle Maria Sandra, je suis l'italien qui a été enlevé le mercredi 2 février 2011
près de Janet, en Algérie. Je suis toujours détenu par Al-Qaïda Maghreb islamique, bataillon Tarek ibn Ziyad dirigé par Abdul Hamid Abu Zaid. Poi siamo arrivati qua, eravamo tanti giornalisti, tanti colleghi, una situazione assolutamente difficile perché giustamente la famiglia doveva stare in silenzio, la situazione era molto delicata e nelle prime settimane, nei primi mesi la famiglia restò in silenzio nonostante l'assedio dei giornalisti, talché ci fu anche bisogno di una certa quasi protezione del sito, della casa da parte delle forze dell'ordine, mi ricordo. E dire Fatiha ila Allah Muhammad Rasulullah. Dovevo scrivere il Corano, dovevo scrivere le sure perché ho imparato qualcosa a memoria, era il mio passatempo, diciamo così, perché nel frattempo anch'io mi informavo. Cioè cercavo di trovarmi un'occupazione, capito? Perché la mia testa era molto carica di tanti pensieri, di tante cose e il tempo non mi passava mai. Mi dettava in arabo e io lo scrivevo in italiano, nel senso come si pronunciava e io lo scrivevo in italiano. Assalamu alaikum, alyaka annabiyu, varametullahi. Assalamu alina wala ibadi illa lai salihim ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad al-dubu wa rasulullah. In ultimo dire assalamu alaikum a destra e assalamu alaikum a sinistra. Un'ampia campagna per la liberazione di questo ostaggio è stata lanciata dall'Italia e rilanciata in molti paesi europei. Il 18 aprile 2012 Sandra Maria è finalmente libera. È il sollievo e l'esplosione di gioia per la sua famiglia, i suoi numerosi amici e nell'ambito della collettività di sostegno che hanno vissuto 18 mesi di sofferenza durante la sua prigionia. Finora nessuno conosce il retroscena delle trattative che hanno condotto alla liberazione di Sandra Maria Mariani. 2 spagnoli ed una italiana in missione umanitaria nei campi di Tindouf hanno conosciuto la stessa sorte. Rossella Urru dell'ONG CISP, Eric Gonialus dell'associazione Mundabat en Ainoa, Fernandez de Rincon dell'Associazione degli Amici del Popolo Sharawi sono stati rapiti il 23 ottobre 2011 dalla QMI con la complicità di membri del Polisario nel campo di Rabbouni in Algeria, la QG di Fronte Polisario. Questa informazione è stata confermata dall'ANI, agenzia di stampa mauritana, che rivela che la polizia di Mauritania aveva proceduto il 5 dicembre 2011 all'arresto di 2 elementi di Fronte Polisario implicati in questo rapimento. Gli ostaggi saranno liberati il 18 luglio 2012 nel nord del Mali dopo il probabile pagamento di un riscatto. I profughi saharawi sono distribuiti tra diversi campi nella regione di Tindouf in Algeria. I campi di Layoun, Auxerre, Boujdour, Dakhla e Smara. Queste popolazioni sono dovute fuggire dai territori del Sahara occidentale rivendicati dal Marocco. Questi territori, occupati precedentemente dalla Spagna, sono stati recuperati dal Marocco in seguito agli accordi di Madrid, ma sono sempre stati contestati dal Polisario che è entrato in guerra contro il Marocco. Oltre 40 anni dopo l'inizio del conflitto, qualche migliaia di persone vivono ancora nei campi in condizioni drammatiche e in un ambiente particolarmente inospitale. Questi profughi non sono stati oggetto di alcun censimento da parte dell'ACNUR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati. عندنا فراغ رهيب يعني ما كاين فاش ما كاين شيء يشغله حتى ممكن تكون عندك وظيفة إدارية والله عمل إداري تمشي إلى عنده وترجع ولكن هذا لا توجد مثلا لا يوجد شيء لا توجد مكتبات لا يوجد أماكن تنزه لا يوجد كاين غير الخيمة أو الفراغ لا يوجد مرفق بين الخيمة والفراغ. And you have to accept the fact that you've got people now living in these camps and they've been there for a very long time
And there must be a lot of frustration, terrible frustration. And when you're very frustrated, you look for solutions. They may not be the solutions that everybody likes the sound of, but they may be solutions which you feel are the only possible. So we've seen the sort of thing that happens in the Middle East. It hasn't happened yet, but yes, it could happen. Ce radicalisme va se combiner avec des trafics anciens qui existaient depuis toujours dans la région sahélienne. C'est une région de flux, de trafic, de marchands, etc. Et l'expansion notamment du commerce de la drogue sur ce qu'on appelle la route du 10e parallèle entre l'Amérique du Sud, la route de la cocaïne qui arrive dans le golfe de Guinée, qui remonte à travers le Sahara. La combinaison de ces mouvements va se faire avec ces trafics. Quelques 160 tonnes de cocaïne qui arrivent sur l'Afrique de l'Ouest et au Sahel en provenance de l'Amérique latine. Ces cartels latino-américains ont trouvé auprès des jeunes dans les camps de Tindouf et auprès de plusieurs éléments du Polisario, des guides d'abord, on le sait, c'est dans les camps que les gens parlent espagnol. 18% du trafic mondial de la cocaïne passe par cette zone. I giovani nei campi di Tindouf, non avendo alcuna prospettiva di futuro, rifiniscono per consegnarsi a pratiche illegali. Se all'inizio si dedicavano al contrabbando di sigarette, di gasolio o di droghe e al traffico degli esseri umani, oggi si impegnano sempre di più nel radicalismo e nel jihadismo, con vendita di armi e prese di ostaggi in subappalto per gruppi terroristici. Cette nouvelle idéologie connaît un certain succès, malheureusement, chez les jeunes générations dans les États de la région. Elle arrive à recruter. Et elle arrive aussi à recruter, il faut bien le dire, du côté sahraoui, du côté du Polisario, dans les camps de Tindouf, parce que déjà depuis le début des années 2000, un certain nombre de jeunes sont de plus en plus séduits par cette nouvelle idéologie. Over the years, I am so interested in the issue. I get the Google pings on Western Sahara and Al-Qaeda in North Africa. Those are my two main ones. And now I am seeing that there are people finding Polisario members and people from the camps who are involved with terrorism. Also, they're really involved with the smuggling. I did meet with one young man, and he said, where else can I make $300 in a week other than going down to, I think, Niger or Mali and transporting people up to Tripoli or Benghazi. I can't do that anyplace else because he lacked educational opportunities, so transporting people was the only way he knew to make money. Les jeunes du Polisario qui sont nés dans les camps, à Tindouf ou ailleurs, voient très bien qu'il n'y a pas d'avenir. Ils vivent dans une situation qui est misérable, dirigée par de vieux gauchistes qui parlent un langage qu'eux-mêmes ne comprennent plus. Dès les années 90 et début des années 2000, beaucoup de ces jeunes se sont tournés vers les trafics. Trafic de voitures, trafic de cigarettes, d'alcool, d'armes, tous les trafics qu'on trouve dans le Sahel. Et puis petit à petit, les organisations terroristes ont commencé à mordre sur cette jeunesse. On a trouvé quelques jeunes du Polisario dans les katibas qui ont rejoint Al-Qaïda, les katibas issus du GIA algérien. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup dans l'entourage de Daesh, parce que ça leur offre la possibilité de quitter les camps de Tindouf, la possibilité d'échapper à l'emprise de la direction du Polisario, qui a fait faillite, politiquement en tout cas, et la possibilité d'essayer de trouver un avenir, même si c'est dans le crime et le terrorisme. The people in the camps are seeing this as a way to make money, to do the smuggling, and
one lady I met who was just fresh out of the camps and just so torn, and she said, "You can't go 4 tents until you find an AK-47. I was shocked. And also she was the group of ladies with whom I was speaking were talking about the drugs in the camps and the guns and the arms, and it was really, I'm just thinking, what are we doing by letting this continue? Because it only can go further down. It's not going to get better unless it's resolved and the people are returned to their homeland. En esos campamentos terribles, porque están en el desierto, en una zona inhóspita verdaderamente, son capaces de provocar la llamada de atención al mundo para que se dirijan, ni más ni menos que a estos campamentos, ayuda humanitaria internacional que durante muchos años llegó en cantidades verdaderamente importantes y que no siempre fueron tratadas con honestidad, con dignidad, con decencia por parte del Frente Polisario, puesto que, como se ha podido descubrir en diferentes informes de la Cruz Roja Internacional, de la propia Unión Europea, se han producido verdaderos fraudes en relación con las ayudas humanitarias que se han dirigido por parte de países, especialmente europeos, a Tinduf. Para ayudar especialmente a la población más vulnerable, las cúpulas dirigentes y escalones intermedios del Frente Polisario la han dedicado en parte al contrabbando. La Fondazione France Liberté fu la prima organizzazione non governativa ad attirare l'attenzione dei donatori internazionali sulle importanti deviazioni dei fondi e degli aiuti umanitari destinati ai profughi di Tinduf. Le indagini e le relazioni del PAM, Programma Alimentare Mondiale, e dell'OLAF, Ufficio di Lotta Antifrode dell'Unione Europea, testimoniano in particolare delle deviazioni astronomiche operate dalla direzione del Polisario con la complicità delle autorità algerine. I got involved with the Polisario in 1999. I went with a group of 13 people to the camps, and it was in December of '99, my first trip. And at that time, I agreed, out of the 13 people I went with, to do a container, one container of humanitarian aid. To realize that the containers were not there, I realized I couldn't get supporters back in the United States to send goods that I couldn't prove were arriving. So I decided that one last project was the Operation Christmas Child, and they let me participate in the distribution of that project. But I realized when that project was over, because we did 7 containers of the children's gifts, I knew at that time I couldn't do any more, so I just quit. I thought, I didn't announce it to anyone. I didn't say, I didn't announce it to the Polisario and say, I'm not coming back. I just thought, I will fade away. La situation humanitaire dans les camps de Tinduf constitue pour moi un terrain fertile soit pour Daesh ou pour d'autres organisations terroristes. Parmi les cellules que nous avons démantelées depuis 2008, il y a eu l'implication des séparatistes dans des cellules terroristes qui ont prêté allégeance à l'époque à Al-Qaïda, puis dernièrement à Daesh. Et je peux vous citer les cas qui étaient traités par les services de sécurité marocains. La cellule d'Amgala, par exemple. La première cellule en 2008, Fath al-Andalus. Puis par la suite en 2009, Al-Mourabiton al-Joudoud. Et ce sont des gens du Front Polisario qui étaient impliqués dans ces affaires. تنامي الظاهرة الإرهابية يتم باستغلال مناطق التي تكون مؤهلة للفوضى. حاليا داعش
استغلت الحاله ديال العراق واستغلت الحاله ديال سوريا وحاولت تستغل الحاله ديال ليبيا وتحاول ان تستغل الحاله اللي موجوده في الجنوب الجزائري. ستستغل الوضع في تندوف من اجل وضع القدم ديالها في المنطقه. Notre combat c'est au nom de l'islam, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc, c'est au nom de l'islam. Et notre guerre c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance, ces nécessités d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Et on est venu pour pratiquer l'islam au nom d'Allah. Da marzo 2017 i gruppi terroristici che imperversano nelle regioni di Sahara, di Sahel e dei Grandi Laghi hanno deciso di unire le loro forze organizzando un'importante struttura centralizzata intitolata GISM o Gruppo di Sostegno all'Islam e ai Musulmani. Questo coordinamento ha lasciato predire il probabile arrivo della centrale terroristica Daesh in questa regione? Nous sommes dans une nouvelle configuration puisque l'ensemble des organisations terroristes qui sévissent dans la zone dans la bande sahélo-saharienne depuis maintenant près de 4 ans ont décidé de fusionner. Le mouvement Ansar al-Din, le mouvement du Moujao, le mouvement Al-Mourabitoun qui était la déclinaison d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, maintenant a intégré une nouvelle organisation qui s'appelle le GSIM, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est donc dirigé par Iyad Ad-Ghali, qui est le chef incontesté d'Ansar al-Din, mais il y a d'autres représentants importants, notamment Amadou Koufa, qui est le chef d'une katiba qui s'appelle le Front de libération du Massina, qui sévit dans la zone centrale du Mali et par extension également au Burkina Faso et dans la bande et dans l'ouest, le sud-ouest du Niger. Et donc cette organisation, cette nouvelle organisation est symptomatique de ce qui est en train de se produire dans la région. Si aujourd'hui on laisse le champ libre, eh bien croyez-moi, vous allez vous retrouver avec peut-être 10 fois plus de migrants qu'aujourd'hui. Vous allez vous retrouver avec énormément de gens, entre parenthèses, j'appelais indésirables. Vous ne vous occupez pas de votre peuple, quelqu'un d'autre s'en occupe. Vous savez, la gouvernance est un espace compétitif. Il n'y a pas que vous. Lorsque qu'il y a un recul de l'État, bien sûr, c'est vite est occupé, bien sûr, par d'autres personnes. En somme, c'est un continent où quand même vous avez 60% de la population qui vivent avec des revenus de moins de $2 par jour. Ça, c'est l'extrême pauvreté, la pauvreté absolue, inhumaine. Deuxièmement, beaucoup de zones aujourd'hui en Afrique sont des zones non gouvernées, où la présence de l'État est minimale, où même, par exemple, l'État n'existe pas. Et tout ce que vous laissez, c'est quelqu'un d'autre qui le récupère. Et c'est comme ça que ces forces négatives ont trouvé, disons, un terrain libre, un terreau aussi beaucoup plus propice pour leur permettre donc de s'incruster, de s'enraciner et de recruter des gens. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez résoudre le problème, il faut le prendre à sa racine. Et sa racine, c'est d'abord améliorer tout ce qui est question de leadership et gouvernance, améliorer tout ce qui est question de production de richesse, distribution de richesse, et aussi, surtout, le côté sécuritaire. L'armée classique aujourd'hui n'est plus apte à faire face à des guerres asymétriques. Il faut aussi réformer l'armée, il faut absolument lui donner une mentalité autre que celle qu'elle a toujours eue, faire en sorte qu'elle soit préparée. Je crois que c'est en mettant tous ces trois aspects ensemble qu'on pourra peut-être relever le défi. Mais ça prendra du temps, ce n'est pas impossible, ça prendra du temps, ça prendra de l'engagement et ça demandera énormément, disons, de coopération entre les États.